nous accueillons immédiatement Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors merci Marilyn d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était important pour moi vraiment d'arriver à échanger avec toi parce que j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, depuis la disparition de Moshe, de ton fils, je me suis sentie comme connectée, je me suis identifiée et j'ai essayé moi de mon côté avec mes forces et ma prière à moi de t'envoyer toutes les énergies que je pouvais, toutes mes énergies de maman qui a un soldat qui se bat à l'armée. Alors Moshe est tombé en héros le 12 décembre dernier, 5e jour de Hanouka, dans la bande de Gaza, dans cette guerre dans laquelle Israël a été entraîné avec les massacres et après les massacres donc, du 7 octobre. Moshe, c'était plus qu'un simple khayal, il était officier, magad, dans les Golani, dans cette grande famille des Golani. Alors, au 30e jour, comme je l'ai dit dans ma présentation, au 30e jour, à la sortie des Shloshim, du deuil, vous avez eu le privilège de célébrer, en tout cas d'inaugurer un Sefer Torah L'Ilui Nishmato de Moshe. Alors, d'abord, j'aimerais que tu nous racontes ce que cela représentait, on a parlé de Golani, ce que cela représentait pour Moshe de faire partie de cette famille des Golani, de cette fraternité dans Tsahal, et si toi, en tant que maman, Ola, Vatika, même si t'es pas venue hier, mais est-ce que toi, tu comprenais son engouement pour les Golani? Oui, parce que, comme je l'ai dit, nous, on a fait notre alia par amour pour la terre d'Israël. Donc, automatiquement, quand on fait l'alia pour l'amour de la terre d'Israël, on trouve à construire. Aujourd'hui, on a trouvé un pays construit. Rien que par mémoire, pour ceux qui l'ont construit et qui sont tombés avant, en 48 et bien avant, on se doit de donner, que nos enfants donnent du temps, de leur temps à Israël. C'est du chesed envers la terre, en réalité. Et la khativa numéro 1, c'est quoi? C'est le symbolisme, c'est les Golani. Donc oui, c'est pour ça qu'on dit que les Golani à l'armée, ils sont à part. C'est une grande famille, c'est l'amour d'Israël, de cette terre. Moshe, il adorait une chose, monter, donc même Pégolani, il adorait monter avec ses chayalim, tout le mont Hermon, et il s'arrêtait, et il leur disait, voilà pourquoi on se bat. Et il leur montrait la terre. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour les Golani, quand ils s'entraînent, toujours dans leur esprit, demain c'est la guerre. Donc ils doivent toujours être prêts. Donc c'est pour ça. Et puis il y a eu le 7 octobre, et puis Moshe qui est parti bien sûr sans hésiter, il a réuni ses chayalim, ils sont partis dans le sud, il y a eu cette bagarre, cette bataille, cette rentrée à Gaza. Alors avant, il a nettoyé avec ses chayalim, il a nettoyé Kitsoufim. Ça a été très dur. J'ai eu la chance de voir mon fils 15 jours après Kitsoufim, et j'ai compris que mon fils n'était plus le même. Son regard n'était plus le même, comme tous ces soldats. Nos enfants, en fait, ils n'ont pas été élevés pour voir des horreurs. Il faut comprendre que notre armée, elle est uniquement... C'est pas une armée pour conquérir des territoires. Notre armée, en fait, c'est une armée uniquement pour défendre notre territoire, c'est-à-dire pour garder notre petite parcelle de nos 23% d'Israël. Le grand Israël, il fait 100%. Donc, oui, ils en ont pris plein dans la figure. Et après, ils étaient très, très motivés pour rentrer à Gaza. Donc, c'est avec cette motivation, effectivement, que Moshe est parti avec ses soldats se battre. Et puis, il y a eu cette bataille de Sejaïa. On a perdu énormément de Chayalim. Malheureusement, Moshe en a fait partie. Toute cette période de Shiva et de deuil des 30 jours où tu as finalement, à travers ses soldats à lui et ses officiers, tous ceux qui venaient te voir et te raconter finalement ce que Moshe représentait pour eux. Alors j'ai découvert, on dit chez nous, en fait, malheureusement, qu'une personne qui perd un être cher, elle a un vide.
Et les Shivas, en fait, ils sont là pour remplir ce vide. Le vide, il va rester à jamais. Mais en fait, en réalité, on découvre toute une phase d'une personnalité qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait pas. Mais oui, parce qu'en fait, on connaît nos enfants parce qu'on les connaît, mais finalement, ce qu'ils sont avec nous, c'est pas ce qu'ils sont à l'armée, c'est pas ce qu'ils sont avec leurs amis. Ils sont une autre personne qu'on connaît nous moins en tant que parents. Alors, on dit toujours, dans la Torah, on dit, il faut jamais dire du bien de quelqu'un parce qu'il y a toujours un mais qui peut amener à la shonara. Et ben moi, pendant les shivas de Moshe, j'avais des 500, des 600 personnes par jour, mais j'ai jamais entendu Baruch Hashem semer. Il aurait pu sortir semer en disant, mais Moshe, il était dur, mais non. En fait, Moshe, c'était un rassembleur, un leader. Il avait le respect de la vie d'autrui. Et même jusqu'à la veille où il est rentré à Gaza, il me disait, maman, faites que Hachem Ibarach soit à mes côtés et qu'il m'épargne la vie de mes chayalim. Et tout le monde, c'était un modèle. C'est-à-dire qu'il poussait les gens à aller au-dessus de leurs moyens, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Professionnelle, c'est les chayalim. Et il avait vraiment le respect d'autrui. Et ces Shiva, en fait, tous ces chayalim, parce qu'il en a eu plein de soldats, ils m'ont tous apporté une personnalité de mon fils que je connaissais pas, autant de chesed. Mais le chesed, c'est pas donner un gâteau, hein, ou donner quelque chose. Le chesed, c'est écouter l'autre et de donner de son temps. Bien sûr. Et puis c'est surtout être un modèle. C'était un modèle pour eux. Ouais, c'était un vrai modèle. Et je ne pensais pas, en fait, qu'il était comme ça. C'est-à-dire que même quand il avait des soldats religieux, parce qu'il a eu à un moment donné des soldats religieux, il leur disait, alors maintenant vous avez fait l'entraînement, ok, alors maintenant vous avez 20 minutes pour faire votre étude et être bien dans votre tête. L'essentiel pour Moshe, c'était que tout le monde devait être bien dans sa tête, parce qu'on ne peut pas être un bon soldat si on a des problèmes et si la tête, elle n'est pas 100% ok. Et puis moi, en préparant cette émission, j'ai un peu parlé aux gens qui t'avaient côtoyé de près dès cette annonce dramatique et atroce que vous avez eue, et qui m'ont dit, dès les premières heures, Marilyn, elle avait comme ambition de lancer l'écriture d'un Sefer Torah pour Moshe. Alors, obsessionnel. C'est même plus une ambition. Oui. Parce qu'en fait, mon fils, on l'appelait, je ne savais même pas ça, je l'ai appris, on appelait Baron l'Onophel. C'est-à-dire, c'est impossible que Moshe soit tombé. Et pour moi, mon fils et moi, on était très fusionnels. C'était impossible qu'il me laisse. Donc, en fait, je me disais, il me faut ce Sefer Torah, mais comment je vais faire ? Je roule pas sur l'or. Baruch Hashem, on vit, on est bien. J'ai dit, mais comment on va faire ? Et c'était devenu obsessionnel. Et puis un jour... Alors là, on est à quoi ? 3 semaines, on est en plein milieu des shloshim. On est à une semaine... à une semaine du mois. On est même pas, le jeudi matin, et le mois, c'était le mercredi. D'accord. Et là, tu reçois un appel. Et là, je reçois un appel à 8h du matin. Allô, on parle en hébreu et tout, alors je comprends rien. En plus, j'avais passé vraiment une sale nuit. Les nuits, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Donc, je lui dis, écoutez, je vous rappelle avec mes filles. Il me dit, non, donne-moi le numéro de ta fille. Donc, je lui donne le numéro de Rebecca. Rebecca, elle répond pas. Au bout du 5e appel, elle répond. Et on lui dit, écoute, voilà, on veut offrir un Sefer Torah à ton frère. Donc, elle dit, bon, c'est gentil, mais le seul problème, c'est qu'en fait, il sera prêt pour Rosh Chodesh Shvat. Alors, Rebecca lui dit, c'est pas un problème. Elle lui dit, c'est les 30 jours de mon frère. Qui a un Sefer Torah pour les 30 jours ? Personne. Vous pouvez être le plus grand milliardaire du monde, vous ne pourrez pas l'avoir. Il n'y a pas de stock en Sefer Torah. La halakha, elle dit que en fait, le Sefer Torah, en fait, personne ne peut commencer l'écriture d'un Sefer Torah s'il n'a pas une azmana, une commande. Donc, non, nous, il était fait. Et un donateur que je ne connais même pas. Alors, un Israélien, Shimon Michaeli, on va dire son nom parce qu'il mérite quand même d'être reconnu. Donc lui prend contact avec toi et il te dit, j'ai un Sefer Torah de prêt et je voudrais le dédier à Moshe. Donc la seule condition, c'est que l'inauguration soit Rosh Chodesh Shvat. Et toi, Rosh Chodesh Shvat, c'était les shloshim, c'est-à-dire que le matin, tu étais au cimetière, tu es monté au cimetière pour les shloshim de Moshe. Et le soir, c'était Rosh Chodesh Shvat et c'était l'inauguration du Sefer Torah. Parce qu'en fait, Moshe, il a été enterré. En fait, il y a une petite... il y a un petit doute, donc en fait on a décidé, c'est pas moi, c'est les rabbinim, mais Moshe en fait, il est tombé à Rosh Chodesh Tevet.
Donc, on ne peut pas monter au cimetière le jour de Rosh Chodesh. Donc, on est obligé de monter la veille. Mais comme il y avait plein de Chayalim et tout, donc on a décidé de faire une Séouda après, enchaînée sur Mitra Gdola. Et donc, en fait, la vraie date de Moshe, c'était Rosh Chodesh. Ouais. Et ce Michael, il est venu. C'est quelqu'un d'atypique, de Simcha. On ne le connaît pas, il a juste écouté ma fille Rebecca sur la chaîne 14. Et lui devait écouter son rave. Et par hasard, il est tombé sur Rebecca. Il est tombé amoureux du Khayal Baron. Enfin, je pense que c'est Hachem Ibarach. Bien sûr. Et en fait, il avait perdu son papa. Et il avait déjà fait un Sefer Torah, mais il voulait encore honorer son père pour les 1 an. Et il voulait faire une grande fête. Donc c'est pour ça que le Sefer Torah était prêt et qu'on l'a fait. Et il a fait une fête à mon fils, et un Sefer Torah de mon fils, inimaginable. Quand je dis inimaginable, les gens rentraient dans la salle, on pensait que c'était un mariage. Et un chesed, comme personne ne peut savoir, jamais une seconde mes invités, ceux qui sont venus honorer mon fils pour le Sefer Torah, et moi-même, on s'est sentis étrangers. Jamais. Jamais. Je peux en témoigner parce que j'ai eu la chance et le privilège que Marilyn me laisse vraiment assister à ce moment. On a vécu un moment suspendu dans le temps. La famille Michaeli, qui a donc offert le Sefer Torah Lilui Nishmato Shel Moshe, c'est une famille exceptionnelle. D'abord, comme elle dit Marilyn, atypique. Il faut savoir que le monsieur est tatoué de haut en bas, avec un bouc. Mais Bessimcha, toujours avec beaucoup de joie et de foi et de émouna, bien sûr. Hein. Et j'ai assisté à des scènes qui m'ont redonné espoir dans ce peuple, non seulement qui m'ont redonné espoir dans le peuple juif, mais qui m'ont fait admirer et Marilyn et sa famille et cette famille de donateurs qui est la famille Michaeli. J'ai vu le frère de Shimon, le frère du donateur, venir ce soir-là embrasser la main de Marilyn en pleurs, en sanglots, et la remercier de leur donner l'occasion de faire un tel chesed. C'était un moment exceptionnel, vraiment. Et ça, je pense que vraiment, c'est... moi, en tout cas, qui ne connaissais pas Moshe, bien sûr, par rapport à force des choses, j'ai senti sa présence toute la soirée. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe, en fait, a passé sous Kot Aleph à Eilat. Parce qu'en fait, tous les Chayalim étaient en vacances. Il a fait, sa fiancée m'a montré une photo du vendredi soir où il a fait le kidouche. D'accord ? Et il devait aller faire Simchat Torah le samedi. Mais il n'a pas pu aller le faire, puisque en fait, ils ont été appelés. Donc en fait, ce Sefer Torah, il symbolise quoi ? La roue qui tourne. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu faire on a fait le Simchat Torah de Moshe. Exactement. Même nous, on n'a pas fait Simchat Torah, donc en fait, on s'est attaché à ce Sefer Torah pour faire Simchat Torah. Et c'est aussi, je ne suis pas illuminée, mais c'est aussi la Théouda mystayenne de Moshe vis-à-vis d'Hachem. Donc, je pense, si je peux dire quelque chose, ajouter quelque chose, je pense que Hachem Ibarach, il ne peut pas nous laisser faire un autre Simchat Torah en pleurant. Un Simchat Torah, ça ne peut pas être un jour de Yom HaZikaron. Le 7 octobre, ça restera toujours le 7 octobre, malheureusement. Mais Simchat Torah, même moi, en fait, quand j'étais petite, je sors d'une famille traditionnaliste, pas du tout pratiquante, on ne savait même pas ce que c'était Soukot, mais on descendait à la synagogue Julien Lacroix pour aller danser avec les Séfarim. Donc je pense que Hachem, là, on doit nous saisir, le peuple juif, cette opportunité de se réunir pour faire venir en fait cette délivrance, parce que c'est impossible de pleurer à Simchat Torah. C'est pas possible. Moi, si je peux me permettre, je t'en prie. D'abord, je suis très contente de vous connaître. Il faut que malheureusement, dans ces circonstances-là, voilà, c'est terrible. Mais je vous ai vu dans plusieurs interviews, et je vous ai vu le jour du Sefer Torah. Et à chaque fois qu'on parle de Emouna, je vous cite, je me permets, parce que pour moi, vous êtes un exemple pour le peuple d'Israël. Vous avez donné ce qu'on peut imaginer. Mon fils unique. Voilà, le plus cher. Et d'abord, je voudrais vous dire merci au nom de tout le peuple. Et comme vous dites, on est des Neshamot.
Et tout ce qui se passe, c'est tout Hachem Yitbarach. Et franchement, je force, enfin, vous forcez l'admiration, vous forcez la émouna, vous forcez la résilience. Et pour ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon fils qu'il faut remercier. Et objectivement, si nous, hier, j'étais à la Knesset avec d'autres familles endeuillées. Des gens qui ne sont pas pratiquants et qui n'ont pas cette imouna. Si on n'a pas la imouna, en fait, on devient fou. Et en fait, il faut bien comprendre que tout ce qui vient dans le monde, tout ce qu'on a, c'est pas nous le plus grand patron du monde. Moi, ma peine, elle est énorme, mais Hachem, il a voulu comme ça. Et c'est vrai que je crois à cette délivrance prochaine. Alors, oui, je l'y crois. D'abord, j'y crois formellement parce que je suis sûre que mon fils, il m'a promis de revenir, donc il m'a jamais menti, déjà. Et deux, on n'a jamais eu une guerre comme ça. Donc, on doit se nier les uns les autres, on doit s'aimer, s'écouter, arrêter de faire des guerres pour rien, d'accord? On a perdu beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont prisés. Je pense surtout à ces petits orphelins, on a plus de 500 orphelins. Donc, Hachem, il est auprès du mur. Comme on disait tout à l'heure, avant de rentrer en plateau avec Galit, je lui disais, personnellement, la politique, j'y crois plus. Et c'est à des gens comme vous que je crois. Et c'est avec des gens comme vous qu'on ira loin et qu'on pourra mener... C'est pas moi, c'est Hachem. Vous savez, les gens, ils vous disent, il faut être snoot, il faut être comme ça. Mais c'est quoi la snoot d'Hachem Yitbarach? C'est quoi? Vous croyez que c'est être couvert? C'est bien d'être couvert de A à Z. Mais la snoot, c'est un comportement. C'est une attitude. C'est une façon de parler. C'est le regard qu'on porte envers l'autre. Vous pouvez être habillé de A à Z et avoir un regard méprisant. Et ben vous n'êtes pas snoot aux yeux d'Hachem. Et Hachem, il n'est pas content de ça. C'est ce qu'elle disait, qu'il était tatoué. Tout à l'heure, tu disais qu'il était tatoué. Et justement, et Shimon, ce Shimon, au-delà de la générosité, de son geste, etc., le fait qu'il ait scellé son destin au destin de la famille, son papa, oui, de Moshe, voilà, bien sûr, et qu'il ait dédié ce Sefer Torah, il a scellé ce destin, le destin de ces deux familles, et ça, c'est un vrai symbole de solidarité, d'unité et de la force. C'est ça la force du peuple juif. Il n'y a pas eu que le Sefer Torah, c'est-à-dire, il a fait des kippotes au nom de Moshe, il a fait des livres au nom de Moshe, c'est-à-dire, nulle part dans cette soirée, c'était la soirée de mon fils. C'était la soirée de Moshe. Oui, mais Besrout, des gens comme ça, je pense que c'est ce qui va nous faire arriver à la Géoula. C'est gratuit, voilà. c'est l'amour gratuit. C'est le tikkun de la Sinat Rinam qu'il y avait avant. Moi, c'est ce que je ressens un peu. J'ai ressenti deux choses en t'écoutant, Marilyn. La première, c'est que tu as une lumière qui est, je pense, la lumière de ton fils qui rejaillit sur toi, parce que tu en parles comme s'il parlait à travers toi, et c'est ce que je ressens moi personnellement, qui sent beaucoup les énergies. C'est magnifique. Donc je pense qu'il est vraiment très proche. Il t'éclaire et il t'écoute, il est très proche. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que toute cette histoire, c'est un tikkun. C'est qu'il y avait une tellement grosse haine gratuite qu'il est entre nous, de voir et d'entendre ça. Moi aussi, j'étais à la Artnasat Sefer Torah, mais je suis restée dehors. Je suis pas rentrée, j'ai pas suivi la suite. J'ai pas compris. Le jeudi. Voilà, moi, je suis venue danser dehors et c'était très beau aussi. Hein. Mais j'ai pas vu donc le donateur. Mais maintenant que je vois ça et que j'entends ça, je me dis c'est un tikkun, je sais pas. C'est pas un tikkun. Alors comment on explique ça? Alors c'est pas un tikkun. Alors c'est un tikkun, ça serait. Alors c'est un rapprochement de Neshamot. Un tikkun, ça serait une réparation et je le prends pas comme une réparation, comme si c'était une faute. Non, c'est justement Hachem, il nous a envoyé ça pour être rassemblement. Mon fils, c'était un rassembleur. Et en fait, il avait l'amour d'autrui gratuit. Donc, je prends ça justement. Je continue aujourd'hui avec tout ce que j'ai appris dans les shivas. Ce qui me donne mon énergie, ce qui me donne ma force, c'est d'aller dans le chemin de mon fils, dans l'union et dans l'écoute d'autrui. Et c'est ça, il ne faut pas le prendre comme un tikkun, comme une réparation. Et surtout, Moshe, c'était un rassembleur, comme tu dis. Ah, c'est beau. Et c'était... tu parlais de tsniout tout à l'heure par rapport aux vêtements, etc. Mais lui, c'était un vrai tsanoua. Il représentait la tsniout et il disait une phrase qu'il répétait à ses chayalim et qui est devenue un peu la devise de sa plouga, finalement. Il faut savoir que les Chayalim, ils ont fait des drapeaux Golani avec la phrase de Moshe écrite dessus, qui est devenue donc leur devise. Et si tu veux, je l'ai dit en hébreu, tu l'as dit en français? Ouais, tu peux les dire les deux parce que j'ai pas trop... Alors la phrase de Moshe, vraiment, qui symbolisait aussi cette sniout, il disait en hébreu, c'est « Anachno anashim pshutim, sheosim dvarim murkavim,
betnaim meadgerim betsura metsuyenet. Et c'est vraiment ça. Ça veut dire nous sommes des gens simples qui accomplissons des choses compliquées dans des conditions difficiles de manière excellente. Et l'excellence, c'est une notion aussi, et la tignout et l'excellence qui revient régulièrement chez ceux qui parlent de Moshe. Mais Moshe, pour la petite histoire, moi je ne pensais pas qu'il faisait autant de recettes ni rien du tout. Moshe, il a été éduqué, il a eu les payotes jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis un jour, il est rentré, il a dit le coiffeur, il s'est trompé, il m'a rasé mes payotes. Son père, il a très mal pris. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'était sa crise d'adolescence et tout, donc je l'ai toujours respecté. Mais en fait, toute son éducation, il l'a gardé. Tout son chinour, il l'a gardé, puisqu'il le faisait à l'armée en cachette. Mais sans vanter, c'était quelqu'un de très humble, très simple. Mais par contre, il n'aimait pas la pitié. Et je pense que, c'est dur ce que je vais vous dire, mais je pense que mon fils a eu la mort qu'il aurait voulu. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais supporté être handicapé, parce qu'en fait, voir la pitié dans le regard des gens, il n'aurait pas pu atteindre l'excellence ni avoir la pitié. Je remercie le ciel, c'est dur, que mon fils n'ait pas été pris en otage. Parce que, en fait, quand j'ai vu hier à la Knesset ses parents, en fait, qui sont impuissants et qui pensent toutes les 5 minutes aux horreurs, toutes les minutes aux horreurs qu'on peut faire à leur enfant et qui sont impuissants, ça, je crois que là, c'est un tikkun. C'est la torture. Et puis surtout, si Moshe il avait été pris en otage, il aurait peut-être, ça l'aurait peut-être rendu dingue qu'il y ait des chayalim qui risquent leur vie ou qu'on envisage de libérer des terroristes pour le secourir. Tout à l'heure, j'ai eu un message, parce que heureusement, les Golani sont tous sortis, la plouga de Moshe, les 2 plougotes. Et il y en a un qui m'a envoyé un message, là, et qui m'a dit, il faut que tu saches, bon, je vous passe les détails, mais ce qui m'a frappé, Moshe n'aurait jamais supporté, en fait, perdre 5 soldats. Et il a perdu 5 soldats. Il m'a dit, il n'aurait jamais supporté, il n'aurait pas survécu à ça. Ah là là, mon Dieu. Donc, no comment. No comment. No comment. Comme vous dites. Marilyn, tu inspires. Il faut vraiment que tu en prennes conscience parce que tu es inspirante. Tu es exactement. Je suis sûre que Moshe, ça lui est toutes ces true notes, toutes ces qualités, elles lui sont pas tombées du ciel. C'est ton fils. Tu es la digne mère de ton fils. Mon Gibor, mon Golani Chéli. Vous avez le même visage, même, vraiment. Je ne connaissais pas personnellement Moshe, mais je trouve que vous avez la même lumière. C'est magnifique. Et grâce à Dieu, garde cette lumière. Exactement. 2 fois plus encore, si tu peux. Et qu'Hachem te donne à toi et à toute ta famille la force de perpétrer sa mémoire, la mémoire de ce jeune homme exceptionnel. Que la lumière éclaire vos vies et que... Adan Nitzachon. Après, on verra. Adan Nitzachon et que vous ne connaissez avec toute l'union. Plus que des joies. Et jusqu'à la Géoula. Amen. Jusqu'à la Géoula qui rova. Amen. Merci beaucoup, Marilyn. Merci Marilyn. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant, avec une transition un peu difficile, juste après le témoignage bouleversant, l'intervention bouleversante de Marilyn, à notre rubrique Isra People, avec William Zerbib qui nous a rejoint sur le plateau et son invité, le Rav Raphaël Sadine.